Bon bah, je pense vraiment pour vous dire que j'ai posté ma première vidéo. Enfin, elle est en train de s'importer. Dans 1 heure ou 2, ça sera fini. Je suis content. J'ai monté ma première vidéo. Je suis en train de la poster. J'ai fait la miniature, tout ça. Je suis pas encore super à l'aise, mais je l'ai fait, j'essaye. Et puis je me dis, en fait, si je testais il y a 3 4 ans, ça se trouve, maintenant je serais déjà beaucoup mieux. Ça se trouve, je serais organisé, j'aurais eu des meilleures notes, ça se trouve, j'aurais eu plein de bonnes choses qui m'est arrivé, mais je peux pas changer. Donc, je veux changer maintenant. Je me dis, je peux pas revenir dans le passé, donc je veux changer maintenant. Donc, là, ça commence. Je poste ma première vidéo, je suis en train d'enregistrer la deuxième. Je vais faire le sport et la culture quasiment tous les jours. Et puis, on verra bien comment ça se déroulera au fur des jours, des semaines, des mois et peut-être des années. Mais ce que je vous ai pas dit dans la première vidéo, c'est que j'ai eu un petit problème. Ça faisait déjà 5 jours que j'avais enregistré. Et je n'arrivais pas en fait à la transférer de mon téléphone à mon PC. Sauf que le problème, c'est que j'avais pas enregistré sur mon PC, j'avais que du coup la mauvaise qualité et la caméra. Sauf que j'ai enregistré sur mon téléphone et le son venait du PC. Donc si je pouvais pas faire un lien entre les deux, j'avais pas de vidéo. Et le problème, c'est que pendant 4 jours, je procrastinais, je cherchais un peu des solutions, mais pas totalement, et j'arrivais pas à me mettre à chercher. Et je passais du temps sur Insta. Et le jour où j'ai supprimé Insta, et ben un jour j'ai trouvé une solution. Et en fait, c'est sur les vidéos iPhone sont en point mauve. Et point mauve, en fait, le PC ne voulait pas le lire. Il fallait que j'achète quelque chose, tout ça. Sauf que j'ai trouvé une version gratuite qui permet de transférer, en fait, d'exporter les fichiers en MP4 et du coup que le PC puisse les lire. Donc si jamais il y en a qui veulent ça, dites-le moi en commentaire, je vous mettrai les liens. On est mardi, la vidéo du coup c'est celle de lundi. En fait le lundi je vais poster le mardi à 18h, le mardi je vais poster le mercredi à 18h. Et du coup ça me laisse le temps de monter et de règle pour la prochaine vidéo. Et comme ça, ça n'y a pas trop de décalage non plus. C'est vraiment juste le lendemain. Donc là pour l'instant il va pas y avoir 12 milliards de choses à dire en fait parce que ça va plus se répéter. Je vais apprendre à monter, je vais me renseigner, je vais chercher, puis je vais aussi vivre un peu ma vie, un peu les dernières vacances avant de partir en études. Donc je vais principalement mettre juste du sport et de la culture. Peut-être des moments où je m'exprimerai comme ça. Mais pendant la prochaine semaine, normalement, il y aura quasiment que du sport et de la culture. Mais au moins, ça me permet d'avoir une régularité et d'apprendre à monter plus vite et d'apprendre à parler aussi en face des caméras, d'être plus à l'aise. Et vous avez peut-être dû le voir aussi dans ma première vidéo, j'ai pas pensé que le format c'était 16 neuvième et du coup j'ai enregistré comme ça. Donc que ce soit pour le sport ou pour parler, sauf quand c'était sur mon PC, du coup j'ai essayé de m'arranger comme je pouvais pour essayer de montrer ça au mieux. Par exemple le sport, du coup j'ai essayé de faire des trucs assez sympas. Je suis pas sûr du résultat, mais dans tous les cas je pouvais pas changer. Et le sport aussi, du coup comme je l'ai dit, je le ferai pas tout en accéléré. Je ne montrerai que des moments, des exercices, parce que 40 minutes déjà c'est long. Donc si je dois convertir, importer, etc., c'est très long. Et puis même je pouvais pas montrer tout le temps parce qu'en fait ça va être très répétitif, ça va être très long, ou justement si je fais un accéléré ça va être très rapide, vous allez voir. Donc autant que je vous montre quelques exos, je vous fais un récap à la fin où je vous dis j'ai fait tant de trucs comme ça. Et aussi je tiens un Excel. J'ai créé dès maintenant en fait, justement j'ai créé un Excel où je mets sport jour 1. En gros je fais les exercices que j'ai fait. Du coup je mets combien de répétitions j'ai fait avec du coup le nombre de kilos, si je vais utiliser des poids ou pas. Et je me suis dit ça peut être pas mal d'instaurer la règle. Si je dépasse les 100,
dois rajouter 1 kg. Alors si je passe les 100 répétitions en 5 minutes, je rajoute 1 kg. Par exemple, là, les squats, le premier jour, j'ai fait 138. Alors du coup, là, je vais passer à 1 kg. Ce qui, du coup, ne va pas vraiment me déranger pour maintenant. En fait. Du coup, après-demain, je rajouterai un autre kilo. Donc ça va vite monter. Et du coup, en fait, c'est pour pas directement passer à plus 5 kg. Parce que je sais pas si je peux faire 100 avec 5 kg. Donc ça va augmenter petit à petit pour me remettre à niveau en gros dans chaque catégorie. Et donc là, je pars à l'instant pour faire le sport. Bon, mon micro de mon téléphone, je crois qu'il est cassé parce qu'on entend quasiment rien et ça grésille beaucoup. Donc, je vais faire une petite voix off de ce que j'ai dit durant ces prochains moments. Ça devait être quelque chose du genre, pour une transformation physique, faut voir la fin, mais faut voir d'où on part aussi. Et je vous avais pas montré dans la première vidéo mon physique actuel avant ces 1 an du coup. Du coup voilà, vous pouvez me voir flex un peu comme je peux avec ce que j'ai. Pas grand chose, mais c'est un début. Et puis là du coup je dis, je connais pas les poses pour montrer le dos. Donc j'essaye de faire un peu ce que je vois ou des trucs comme ça. C'est pas forcément très glorieux. Là ça va. Voilà, donc vous aurez sûrement notre voix off dans cette vidéo parce que mon téléphone ne prend plus le son. Après le sport, direction à la douche. C'est parti. Douche propre et rafraîchie pour la culture. Et juste avant la culture, je vais me manger un petit coup parce que j'ai faim quand même. Bon, c'est dans le cas, j'ai fini de faire manger. On a une omelette, poivron, cambon, salade. Je vais mettre une sauce vinaigrette. On est parti pour manger, puis c'est parti pour la culture après. Bon, j'ai eu du retard, du coup je sors pas juste de la douche, mais ça n'empêche qu'on va faire la culture à l'instant. Donc les thèmes aujourd'hui seront film et programmation. Bon, faut commencer à avoir l'habitude. On va mettre la caméra du PC. Donc film et programmation. Donc pour le thème de film, ça sera événement dans la vie d'un pompier américain en 1901. Le film muet américain, souvent désigné sous son titre original Life of an American Fireman, a été réalisé par Edwin Porter pour la Edison Manufacturing Company.
Bien que son titre suggère une date de 1901, le film a en réalité été tourné à la fin de l'année 1902 et distribué en début 1903. Ce court-métrage d'une durée d'environ 6 minutes est considéré comme l'un des tout premiers films narratifs américains significatifs. En 2016, il a été sélectionné pour être conservé au United States National Film Registry de la Library of Congress, en raison de son importance culturelle, historique ou esthétique. Événement dans la vie d'un pompier américain. Dépeint d'une manière dramatique le sauvetage d'une femme et de son enfant d'un bâtiment en feu. Le film débute avec la vision d'un pompier, ou d'un chef de pompiers rêvant d'une femme et d'un enfant en danger. Cette séquence est parfois présentée comme une double exposition, montrant les pensées du pompier. L'alarme retentit ensuite, déclenchant une série d'événements rapides. S'habillent, descendent le long d'une perche, montent dans leur véhicule hippomobile et se précipitent vers le lieu de l'incendie. L'arrivée sur les lieux est montrée, et la scène culminante est le sauvetage. Le film présente deux séquences distinctes pour le sauvetage de la femme et de l'enfant. Dans l'une, un pompier entre dans une maison en flammes, sauve la femme par une échelle puis retourne chercher l'enfant. Ce qui est notable et a longtemps prêté à débat est la manière dont cette scène finale est éditée. Pendant des décennies, le film a été salué pour son utilisation précoce du montage parallèle, ou cross-cutting, montrant des actions simultanées se déroulant à l'intérieur et l'extérieur de la maison en feu. Cependant, des recherches ultérieures menées par la Library of Congress ont révélé que la version originale du film, distribuée en 1903, ne comportait que peu ou pas de montage parallèle, présentant plutôt les actions de manière répétée. La scène du sauvetage depuis l'intérieur est d'abord montrée entièrement, puis répétée depuis l'extérieur. La version avec le cross-cutting aurait été rééditée ultérieurement, à une date indéterminée. Ce film est un jalon dans l'histoire du cinéma pour plusieurs raisons. La narration continue. Il est l'un des premiers films américains à construire un récit continu sur plusieurs scènes. Avant cela, de nombreux films étaient des actualités ou des courtes vignettes sans véritable intrigue. Des techniques de prise de vue et de montage. Bien que le débat sur le montage parallèle ait évolué, le film de Porter démontre une tentative de lier différentes scènes pour créer une continuité narrative. Il utilise des transitions par des fondus enchaînés, dissolve, entre les plans. Il inclut également un des premiers gros plans dans l'histoire du cinéma, sur une boîte d'alarme et un mouvement de panoramique pour suivre l'action. La représentation sociale aussi, le film reflète l'intérêt culturel en grandissant pour les pompiers à cette époque, et selon l'historien du cinéma Charles Musser, il illustre l'évolution du rôle social des pompiers. L'influence aussi, Life of an American Fireman, a des similitudes notables avec le court-métrage britannique Fire, réalisé par James Williamson en 1901. L'approche narrative et technique de Porter dans ce film a jeté les bases pour ses œuvres futures, notamment son film le plus célèbre, Le vol du Grand Rapide, The Great Train Robbery, de 1903, où il a davantage développé les techniques de construction de temps et d'espace. Le réalisateur Martin Scorsese a même noté l'influence de ce film sur le style visuel de son film de 1982, La Valse des Fous, The King of Comedy. Le film se compose en 7 scènes, rendues en un total de 9 plans. La vision de pompiers, un gros plan d'une boîte d'alarme, l'intérieur des dortoirs de la caserne, l'intérieur de la remise des moteurs, le départ de l'appareil, le trajet vers l'incendie et l'arrivée sur les lieux. Sa construction, bien que parfois critiquée pour des répétitions d'actions dans sa version originale, était novatrice pour l'époque et a contribué à l'évolution du langage cinématographique naissant. Et voilà, et donc ça c'était pour le film. Passons maintenant à la programmation. Pour la programmation, le thème va être comprendre les principes de codage collaboratif. Le codage collaboratif est une approche essentielle du développement logiciel moderne, permettant à plusieurs développeurs de travailler simultanément et efficacement sur le même projet. Il ne s'agit pas seulement de partager du code, mais d'une synergie qui améliore la qualité.
la rapidité et la maniabilité des logiciels. Cette pratique est devenue indispensable en particulier avec l'essor des équipes distribuées et des projets open source. La pierre angulaire du codage collaboratif est l'utilisation d'un système de gestion de version, ce qu'on appelle VCS. Ces systèmes permettent de suivre et de gérer les modifications apportées au code source au fil du temps. Linus Torvald, le créateur du noyau Linux, a développé JIT en 2005. Initialement conçu pour les besoins du développement du noyau Linux, après la révocation de la licence gratuite du BitKeeper en 2005, JIT est devenu le VCS décentralisé le plus populaire dans le développement logiciel et web, utilisé par des millions de personnes sur toutes les plateformes. Ces principes clés sont les dépôts, un dossier de projet géré par JIT contenant l'historique complet des modifications. Chaque développeur possède une copie locale complète du dépôt. Les branches permettent aux développeurs de travailler sur de nouvelles fonctionnalités ou de correction de bugs de manière isolée, sans affecter la ligne du code principal. C'est l'un des points forts de JIT, supportant des milliers de branches parallèles. Et la fusion, ce qu'on appelle le merge, une fois le travail terminé sur une branche, les modifications sont intégrées dans la branche principale, souvent appelée main ou master. JIT 1.0, publié le 21 décembre 2005, a introduit la commande JIT merge pour faciliter ce processus. Les conflits aussi, lorsque des modifications sur différentes branches se chevauchent au même endroit du code, JIT signale un conflit qui doit être résolu manuellement avant la fusion. Des plateformes comme GitHub, GitLab et Bitbucket fournissent des services d'hébergement de dépôts JIT basés sur le cloud, facilitant ainsi la collaboration à distance. Elles offrent des fonctionnalités supplémentaires telles que les demandes d'extraction, pull request, ou les demandes de fusion, merge request, et des outils de revue de code intégrés. La collaboration ne se limite pas aux outils techniques. Une communication claire et constante est primordiale. Les discussions structurées. Utiliser les fils de discussion des demandes d'extraction, fusion, les systèmes de suivi de problèmes comme Jira ou Asana pour discuter des fonctionnalités, des bugs et des décisions architecturales. Cela permet de conserver l'historique des discussions liées au code. Les réunions régulières, des réunions courtes et fréquentes, Scrum quotidien en méthodologie agile, aident à synchroniser les équipes, à identifier les blocages et à partager les progrès. Les outils de communication aussi, ce sont des plateformes comme Slack ou Microsoft Teams qui complètent les discussions asynchrones et permettent des échanges rapides. La revue du code est un processus où d'autres développeurs examinent le code écrit par un collègue. C'est un effort collaboratif crucial qui présente de multiples avantages. L'amélioration de la qualité du code, la détection précoce de bugs, des erreurs logiques et des failles de sécurité avant qu'elles n'atteignent la production. La cohérence du code assure que le code respecte les standards du codage, les conventions et les meilleures pratiques. Le partage de connaissances permet aux membres de l'équipe de comprendre différentes parties de la base de code, réduisant ainsi la dépendance à un seul développeur. Le mentorat offre une opportunité d'apprentissage pour les développeurs moins expérimentés et de nouvelles perspectives pour les plus seniors. Pour des revues efficaces, il est recommandé de garer les demandes d'extraction petites et ciblées, d'être respectueux et constructif dans les commentaires et d'itérer sur les retours. L'intégration continue, le CI, est une pratique qui consiste à intégrer fréquemment les modifications du code dans un dépôt centralisé. Généralement plusieurs fois par jour, chaque intégration est suivie d'une construction automatisée, les compilations, et d'une série de tests pour détecter les problèmes le plus tôt possible. La détection rapide des régressions. Si un nouveau code introduit un bug ou une régression, le système CI le signale immédiatement, permettant une correction rapide. L'automatisation. Les outils du CI
comme Jenkins, Travis CI, GitLab CI/CD, Azure DevOps automatisent la compilation et l'exécution des tests, libérant les développeurs des tâches répétitives. Et la qualité du logiciel, le CI, souvent combiné au déploiement continu CD, permet de livrer des logiciels de meilleure qualité plus rapidement et de manière plus prévisible. Le concept d'intégration a été mentionné pour la première fois par Gradibor et est devenu un élément essentiel de l'extreme programming en 1998. Pour que le codage collaboratif soit fluide, il est crucial d'établir et de respecter les conventions du codage et de normes de style. Cela inclut la nomenclature des variables, la structure des codes, le formatage et les commentaires. Des outils comme les linters peuvent automatiser la vérification de ces normes. Un code cohérent est plus lisible, plus facile à comprendre et à maintenir par l'ensemble de l'équipe. Le pair programming est une méthode agile où deux développeurs travaillent ensemble sur un même poste de travail. L'un est le pilote ou driver qui écrit le code et l'autre est le navigateur ou observeur qui examine le code en temps réel, offre des suggestions et des retours. Les rôles sont souvent inversés régulièrement. La qualité accrue. Deux paires d'yeux détectent plus facilement les erreurs et les bugs. Une meilleure conception. Les discussions en temps réel mènent à des solutions plus robustes et créatives. Les transferts de connaissances. L'apprentissage et le partage d'experts se font en continu. En adoptant ces principes, les équipes de développement peuvent maximiser les avantages du codage collaboratif, produisant des logiciels de haute qualité de manière plus efficace et plus harmonieuse. Et voilà pour le thème de la programmation et voilà aussi pour la culture pour aujourd'hui. C'était Florent, merci.